Merci d'être avec nous sur RFM Midi, c'est l'heure du grand journal. Anna Rocha. À la une de l'actualité de ce lundi 1er avril, l'insécurité au Sénégal avec cette nouvelle attaque armée. Des commerçants de Matam ont fait les frais de la furie d'une bande de malfaiteurs armés de fusils et de coupe-coupe. Bilan 2 blessés. La gendarmerie est à leur trousse. Le procès du double meurtre de Médinatoul Salam, l'interrogatoire des accusés démarre le 17 avril. Les avocats de la défense saluent la tenue du procès prévu le 23 avril prochain. L'affaire défraie la chronique depuis hier. L'abattage d'un hippopotame à Kédougou. Ali Haïdar, ancien ministre de l'Environnement, regrette qu'on en arrive à cette solution extrême. À suivre l'actualité internationale avec Georges Diop. En Algérie, lendemain de la mise en place d'un nouveau gouvernement, la démission de Bouteflika attendue dans les heures à venir. Présidentielle de juin prochain en Mauritanie. Un troisième candidat après Biram Da Abed et le général Ghazouani, l'ex-premier ministre de la transition de 2005 à 2007 sur la ligne de départ. Rendez-vous dans 15 minutes pour le développement, juste après la page des sports de Malal Diagne Junior. Handball Challenge Trophy chez les juniors en Mauritanie. Le Sénégal réussit une belle entrée en matière. Les Lions ont battu l'équipe de la Gambie hier 43-10. La Linguère de Saint-Louis en non trouble en Ligue 1 sénégalaise. Comment expliquer cette situation de l'équipe de la ville de Saint-Louis? Réponse dans ce 12 heures avec les encadreurs de l'équipe Fagnon de la ville tricentenaire. On parlera également de la promotion du sport dans le milieu scolaire avec la présence de l'ancienne ministre de la France des Sports, Laura Flessel, qui soutient la course dénommée la lycéenne. Nous sommes lundi, Ablaye Cissé sera avec nous pour sa chronique hebdomadaire en fin d'édition. Point de vue, comment mieux protéger la flore et surtout la faune au Sénégal, prétexte l'hippopotame abattu à Kédougou ce week-end. Débat aux environs de 12h35. Anna Rocha. Bonjour à tous. D'abord, ces gros problèmes en vue demain dans la circulation à Dakar. Les autorités vont faire fermer l'autoroute à péage dans le sens Diamniadio-Dakar à partir de 8h45. C'est pour les besoins de la cérémonie de prestation de serment de Macky Sall. Avec nous dans ce studio, Babacar Fall. Bonjour Babacar. Bonjour tout le monde. Une mauvaise inspiration apparemment des autorités. Oui, c'est une décision absolument absurde, inacceptable. On n'en revient pas quand on lit le communiqué de la Sénac, la société qui exploite l'autoroute à péage Dakar à IBD. Alors évidemment, ce n'est pas une décision de la Sénac, c'est une décision du gouvernement qui donc, pour les besoins de la cérémonie de prestation de serment du président de la République élu, va fermer l'autoroute à péage dans le sens Diamniadio-Dakar pour que des véhicules officiels roulent en sens interdit pour se rendre à Diamniadio. Et tenez-vous bien, ils vont fermer ça entre 8h45 et 11h, c'est-à-dire à une période de grande pointe parce que des centaines de véhicules particuliers passent sur cette autoroute dans ce sens-là, à ces heures-là, pour venir à Dakar. Alors les usagers seront obligés donc de se bousculer, se coincer sur la route nationale, de gros embouteillages en vue, comme vous dites. Je disais décision absurde parce que si c'est pour permettre aux officiels et aux autres invités de se rendre à Diamniadio pour cette cérémonie, alors autant fermer l'autoroute à péage dans le sens Dakar-Diamniadio avec un trafic moindre à ces heures-là. Encore que ce n'est pas nécessaire, l'autoroute à péage est assez outillée pour laisser passer et les officiels et les usagers habituels. C'était Babacar Fall. On retient donc cette information. Les autorités qui ont décidé de fermer l'autoroute à péage demain dans le sens Diamniadio-Dakar à partir de 8h45. Il est midi 4. Merci d'écouter le grand journal sur RFM. RFM, la radio de toute l'actualité. Une bande de malfaiteurs armés de fusils s'est attaquée cette nuit à des commerçants de Doundé. C'est dans le département de Canel. Ils ont blessé plusieurs personnes avant d'emporter plus d'1 million de francs CFA. Les éléments de la gendarmerie de Matam ont quadrillé la zone à la recherche des bandits. Le récit d'Ali Bondelnian. C'est à Doundé, cette localité située dans le département de Canel, où des malfaiteurs ont pendant des heures imposé leur loi. Une bande de braqueurs armés de fusils et de coupe-coupe est venue interrompre le sommeil des villages
villageois. Leur cible, les commerçants qui tiennent les boutiques de Doundé qu'ils sont partis réveiller à coups de feu. Selon des informations recueillies sur place, leur première attaque a eu lieu chez le boutiquier nommé M. Gaye, sur qui ils emporteront la recette journalière qui s'élèverait à plus de 900 000 francs CFA. La victime ne s'en sortira pas indemne, d'autant qu'il aura reçu des coups de couteau pour se retrouver avec des blessures. Chez l'autre commerçant, cette fois-ci de nationalité mauritanienne, les malfaiteurs qui n'auront rien trouvé se sont permis de le traîner dans la brousse pour le malmener avant de l'abandonner lui aussi avec des blessures. Avant de disparaître dans la nature, les malfaiteurs balancent des coups de feu en l'air. Informés quelques heures plus tard, les éléments de la gendarmerie nationale en service à la brigade de Semé viennent constater les dégâts. La patrouille qu'ils organisent durant tout le reste de la nuit ne permettra pas le démantèlement de cette bande de malfaiteurs. Pour amener la quiétude chez les populations, attirées par le bruit des coups de feu, les hommes en bleu sont en train de se déployer dans cette zone du Damga. Après être pris en charge au niveau du poste de santé de Doundé, les deux victimes seraient en ce moment hors de danger. Matam, Ali Bandelnian, RFM. Les populations de Mbour aussi sont en pleine psychose à cause de l'insécurité. Aux autorités locales, elles demandent l'électrification des quartiers avec la mise en place de lampadaires. Plusieurs habitants de la commune souhaitent également le renforcement des patrouilles de police. Abdourahmane Diallo. Nous sommes au croisement Sali chez l'imam de la mosquée du quartier. Il était victime de vol de bétail. Il demande toujours une sécurité totale dans la zone. Après 5 minutes de marche, nous rencontrons une dame de teint clair. Elle habite le quartier Sali Aérodrome. kenn dootul génnati koñ gi amul lampe doo gis policier buy taxawaalu doo gis homme de tenue benn buy taxawaalu ci koñ gi te ñun dañoo yore ay njaboot. C'est le même constat aussi à Malicounda Carrefour, selon ce résident de cette localité. Insécurité bi ak jamono ji nga xam ne xale yi ñu ngi leen ci sàcc jigéen yi ñu leen di violer loolu tax na ñun nelawatuñu ba yandoor fi mu ne nii dañu xullu suñu di xoole. A rappelé qu'en moins de mois, 2 stations-service de Sali ont été cambriolées et 2 tentatives de vol de bétail notées dans la commune de Malicounda. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. L'actualité aujourd'hui, c'est aussi cette affaire de l'hippopotame abattu à Kédougou hier. L'écologiste Ali Haïdar trouve justifié que le gouverneur ait ordonné l'abattage de cet animal. Toutefois, l'ancien ministre de l'Environnement regrette qu'on en arrive à cette solution extrême. Il plaide pour la protection de la faune et de la flore dans notre pays. On écoute Ali Haïdar au téléphone de Ndiogo Diène. Je suis sûr que le gouverneur a pris la décision qu'il fallait après avoir analysé la situation. Ce que je déplore, c'est que l'activité humaine est en train de s'épandre dans les zones d'activité des animaux sauvages, à tous les niveaux, au niveau de la chasse, au niveau du trafic de bois, au niveau du charbonnage des forêts, au niveau de l'agriculture, au niveau humain. On est en train d'envahir tous les espaces, même les espaces où sont censés vivre tranquillement les animaux. Et ça crée des conflits entre la faune sauvage qui est extrêmement utile. Vous savez, un hippopotame, c'est extrêmement utile. Pour vous donner un exemple de son rôle, c'est lui qui est capable d'avaler le fruit du rognier et d'aller le rendre plus loin dans la nature pour qu'un bébé rognier puisse pousser. Donc les animaux en général sont extrêmement importants, ils sont en lien avec la faune et la flore. Les animaux sont en lien, donc c'est dommage d'en arriver à tuer un hippopotame, bien sûr, on le regrette, mais je ne peux pas analyser cette situation, je n'étais pas là et je sais que l'hippopotame est un animal qui peut être extrêmement dangereux. En tout cas, c'est le dernier recours, mais je suis sûr que l'autorité a dû prendre, après analyse de la situation, la bonne décision. Et on en reparle tout à l'heure dans Point de vue avec des experts, Ndiawar Dian et puis le professeur Bienvenue Sambouf. RFM 94.0, la radio en puissance. Le procès du double meurtre de Medinatoul Salam s'ouvre le 23 avril devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour. Mais déjà, l'interrogatoire des accusés aura lieu les 17 et 18 courants. Les avocats de la défense saluent la tenue du procès après des années de détention. On fait le point avec Ndiogo Diène. 7 ans, c'est le temps que les 16 Kantekoun détenus à la maison d'arrêt et de correction de Thiès ont attendu avant de connaître la date de leur procès. Une revendication qui les avait même poussés à observer
observé des grèves de la faim à plusieurs reprises. Ces prisonniers et leur guide religieux, Cheikh Béthio Thioune, en liberté provisoire, vont défiler devant la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Mbour les mercredis 17 et jeudi 18 avril pour l'interrogatoire qui est un préalable en matière criminelle. C'est pour leur identification et l'assurance que tout est au point dans la procédure pour le jugement. Après quoi suivra le procès moins d'une semaine après. Ce procès de Cheikh Béthio Thioune et compagnie le 23 avril sera la première grande affaire criminelle du tribunal de grande instance de Mbour qui a été créée suite à la dernière réforme judiciaire. Certains avocats des accusés contactés se félicitent que la date du procès soit fixée. Selon eux, l'attente a été longue et même très longue pour leurs clients. Ils disent espérer que les accusés auront droit à un procès équitable et que le droit sera dit en toute indépendance dans cette affaire. Le guide de Chantekoun et ses disciples ont été arrêtés après le meurtre de Bara Sow et Ababakar Diagne le 22 avril 2012 à Médinatoul Salam ou Keur Samba Laobé, un village situé dans le département de Mbour. Ces deux disciples de Cheikh Béthio Thioune ont été tués lors de bagarres au domicile de leur guide. Mais Cheikh Béthio Thioune, arrêté, a fini par bénéficier d'une liberté provisoire pour raison médicale après des mois passés en prison. Tandis que ses disciples, eux, sont toujours incarcérés et vont comparaître dans les liens de la détention. Ce procès pourrait durer une semaine, voire une dizaine de jours, selon nos informations. Le SAMES a un nouveau secrétaire général, son nom, Dr Yari Camara. Il a été élu hier à la suite du congrès ordinaire du syndicat autonome des médecins du Sénégal. Il officie présentement à Sédhiou comme médecin-chef de région. Mohamed Ali Mouba nous le présente. Dr Yari Camara est né il y a 46 ans. C'est un médecin, promotion 2000 de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après avoir terminé ma médecine en 2003-2004, on a été au district de Diourbel en tant que médecin contractuel avant d'être affecté dans la région de Louga au district de Kébémer où on a été adjoint. Nous avons eu à passer la plupart du temps de notre carrière à Kébémer. Nous avons fait environ 13 ans et depuis 2 ans, on a été affecté à qualité de médecin-chef de région de Sédhiou. Durant 3 ans, cet originaire de Pikine va devoir défendre les intérêts de ses collègues médecins. Donc, on ne va pas changer d'une manière fondamentale notre démarche, mais nous avons à court et moyen terme des problèmes qui doivent être résolus. D'une manière immédiate, je pense que nous avons eu un accord avec l'État du Sénégal qui a octroyé une nouvelle indemnité, qui est l'indemnité de représentation médicale. Adjoint du secrétaire général sortant, Dr Bouli Diop, Yari Camara dit s'être présenté sur proposition de ses collègues. Seul candidat, il a été élu sans difficulté pour poursuivre le combat du SAMES, le syndicat autonome des médecins du Sénégal, un syndicat créé en 1992. Le SAMES aussi fait beaucoup dans le caritatif, dans les consultations gratuites, dans des donations. Mais notre cœur de métier, si je peux le dire, c'est vraiment la défense de l'intérêt des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes. Nous avons eu à organiser des marches, 3 marches nationales. Nous avons eu 2 protocoles d'accord, 2 accords qui nous ont permis d'évoluer un peu. Je pense que dans tout le Sénégal, chaque fois qu'il y a un conflit entre un directeur d'hôpital et des médecins, pharmaciens ou dentistes, nous dépêchons une délégation. Nous allons faire la conciliation. Dr Yari Camara est marié, monogame, père d'un enfant. Midi 13 à Fatick, 1120 militaires, paramilitaires et civils vont défiler le 4 avril. Dernière séance de répétition ce matin. Selon le commandant des troupes, toutes les dispositions sont prises pour un bon défilé. La correspondance d'Aminata Goudjabi. Comme c'est le cas depuis quelques années, le boulevard Macky Sall va encore abriter le traditionnel défilé du 4 avril dans la région de Fatick. Sur le site, militaires, paramilitaires et civils procèdent à la répétition générale et ce sont plus de 1000 défilants qui vont participer à Fatick. Le capitaine Cheikh Omar Diakhaté du bataillon des travaux du génie de la zone militaire numéro 3 et le commandant des troupes. Nous sommes au total 1120 défilants et nous sommes aussi avec 9 détachements militaires et paramilitaires. C'est le bataillon des travaux du génie qui est implanté à Kaolack. C'est l'école des sous-officiers des gendarmeries qui est
implantée ici à Fatick, la 32e compagnie d'incendie et de secours. Et nous avons aussi les forces paramilitaires, la police, le groupement mobile d'intervention, le service pénitentiaire et les eaux et forêts. Aussi, nous avons un détachement ASP complété par les anciens combattants. Les élèves de la commune, du préscolaire au secondaire, vont également prendre part à ce défilé. Et selon le capitaine Cheikh Omar Diakhaté, toutes les dispositions ont été prises pour une belle fête. Donc, que ce soit les élèves, que ce soit les acteurs culturels, la jeunesse, les mouvements de femmes, etc. Ils ont eu à faire des entraînements avec l'école des sous-officiers de la gendarmerie 2 semaines avant le défilé. En ce qui concerne les détachements militaires, il y a eu beaucoup de séances de répétition. Les élèves gendarmes de l'école des sous-officiers de la gendarmerie vont représenter la gendarmerie nationale ici. Et d'ailleurs, c'est le drapeau de l'école qui va ouvrir le défilé. Mais avant, ces défilants ont assisté ce matin à la cérémonie de levée des couleurs à la gouvernance de Fatick, une occasion pour le gouverneur Gorgui Mbaye de rappeler les valeurs civiques qu'aucun citoyen sénégalais ne doit oublier. Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. L'épargne devient de plus en plus compliquée pour le commun des Sénégalais. Les charges et les dépenses augmentent d'année en année. C'est pour cela que beaucoup d'entre nous sont obligés de vivre au jour le jour. Le reportage de Salimata Aou. Pape Omar et Ndeye Astou sortent d'une banque. Après moult hésitations, la commerçante confie que les temps sont durs. L'épargne n'est plus possible avec les taux d'intérêt élevés. On ne peut plus épargner. Il y a la dépense quotidienne, les besoins à gérer, la location. C'est très difficile. Je faisais des prêts à la banque, mais vu les taux d'intérêt, je ne les fais plus. En tenue de travail, Daouda, lui, vit au jour le jour. Il déclare se limiter à son salaire. Chaque fin du mois, je me limite à mon salaire. Sinon, tu seras obligé de voler. Et c'est pas bon. Tout ce que je ramasse, je ramène ça à la maison. Je n'ai jamais fait de prêt bancaire. Ahmed, étudiant en Master 2, mais en même temps, il fait du commerce pour arrondir ses fins du mois. Je suis étudiant, mais je fais du commerce. Je vends des chaussures et des chemises. Comme ça, je fais une épargne. Et mon grand frère me soutient. Les temps sont durs, mais je rends grâce à Dieu. Beaucoup de Sénégalais interrogés semblent tourner le dos à l'épargne. Selon eux, les difficultés de la vie ne leur permettent pas de s'y mettre, même s'ils ont beaucoup de projets en tête. Le 1er avril, en principe, Georges, tout est permis. C'est le jour des plaisanteries, même de mauvais goût. Mais le poisson d'avril continue-t-il de mordre à l'hameçon au Sénégal? Si certains se sentent concernés, d'autres résistent à la tentation de placer forcément une blague à la moindre occasion. C'est le reportage du jour signé Aram Falchoun. C'est le 1er avril. Les gens t'appellent, te racontent des histoires et tu y crois alors que c'est juste un poisson d'avril. Pourtant, ce n'est pas la première chose qui vient à l'esprit de nos interlocuteurs lorsqu'on leur demande ce que leur inspire le 1er avril. C'est un mois de chance. À mon avis, les gens sont plus chanceux en avril. En tout cas, c'est mon cas. Je m'en sors bien en avril. Ce jeune homme nous confie son intention de faire un poisson d'avril à son épouse. Chacun cherche une blague à faire à ses proches. Au poisson d'avril, quoi? Moi, je compte en faire un à ma femme. Je vais lui faire croire que je voyage demain. Poisson d'avril, là, ça m'a dit. Certains de nos interlocuteurs ne se sentent pas concernés par les farces et tromperies qui rythment le mois d'avril. Babacar Ndao. Moi, je ne prépare pas de poisson d'avril. Ça ne fait pas partie de mes habitudes. Je n'en ai jamais fait à qui que ce soit et on ne m'en a jamais fait non plus. Dès ce 1er avril, c'est parti pour des farces et des blagues auxquelles certains ont du mal à s'habituer. Ceux-là se font facilement avoir. L'actualité internationale. On a failli se faire avoir ce matin. Georges Diop toujours avec nous. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. La page internationale à midi passé de 19 minutes en Algérie. Un nouveau gouvernement formé hier, mais ça ne règle pas tout. Remaniement intervenu hier donc, vous l'avez dit, 27 membres au total. Gouvernement à la tête duquel Noureddine Bedoui seulement. La nouvelle équipe ne répond pas aux attentes. Et déjà, Anna, des informations font état de la démission prochaine de Bouteflika. C'est ce que nous a confié la journaliste algérienne
Faten Hayad, jointe à Alger tout à l'heure. Alors, c'est assez inédit parce qu'il y a eu évidemment certains changements. Pour le moment, les réactions sont mitigées. On applaudit la sortie de la ministre de l'Éducation. Ça a été une grande polémique de toute façon dès le départ, sa nomination. Comme on s'interroge sur pourquoi le maintien de la ministre d'éthique, par exemple, qui est notamment l'épouse du frère du président actuel, Nasser Bouteflika. Donc le frère du président Bouteflika. Mais on annonce déjà la démission de Bouteflika. Vous confirmez? Eh bien, tout porte à croire qu'aujourd'hui, le président actuel va vers cette démission qui sera normalement communiquée sous peu, aujourd'hui ou demain, probablement. Qui est-ce qui va faire l'annonce? Bouteflika lui-même ou bien son clan? Évidemment, Bouteflika nous a habitués à des missives, à des lettres. Donc forcément, ce texte, comme le dit la presse et les médias qui suivent actuellement, c'est le clan de Bouteflika qui va rédiger cette lettre. C'est tout à fait normal, comme d'habitude. Nous sommes habitués à ce genre de pratique au jour d'aujourd'hui. La politique en Mauritanie, un troisième candidat se signale pour la présidentielle de juin prochain. Sidi Mohamed Ould Boubacar a déclaré sa candidature ce week-end. L'ex-premier ministre de la transition de 2005 à 2007 se réclame candidat du changement. Il est au micro de Mohamed Diop. Chers compatriotes, j'ai servi mon pays dans plusieurs domaines. Cela m'a permis de bénéficier d'une expérience considérable. J'ai contribué avec sincérité à la résolution de grands conflits et à la réalisation d'importantes réformes. J'ai décidé, par la grâce de Dieu et par votre soutien, en se basant sur notre espoir commun d'un avenir meilleur pour notre pays, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Je mettrai mon savoir, mon expérience, mais aussi tous mes moyens au service du peuple et du pays. Les deux autres candidats, l'ex-chef d'état-major des armées, le général Mohamed Ould Ghazouani, et le militant anti-esclavagiste Biramda Abeid. Au Niger, Mohamed Bazoum pour succéder à Mahamadou Issoufou en 2021. L'actuel ministre de l'Intérieur a été investi comme candidat du PNDS Taraya hier. Mohamed Bazoum est toujours le président du parti investi hier. Alors que la présidentielle est prévue en 2021. Là-dessus, la lecture de Soumaïna Idrissa Maïga, directeur de publication du quotidien L'Enquêteur. Le candidat du principal parti au pouvoir, le PNDS Taraya, a été investi hier comme son candidat à la prochaine présidentielle de 2021. Il faut de prime abord dire que l'infrastructure a été immense, ça a drainé beaucoup de monde. Effectivement, le discours qu'il a tenu a été de haute tenue et de bonne facture. Mais tout de même, ce qui est assez surprenant, c'est qu'à 10 ans de la présidentielle, on voit cette débauche des candidats potentiels à la présidentielle. Donc les gens se posent un certain nombre de questions. D'abord, il faut dire que rien ne l'interdit, a priori, mais du point de vue éthique, ça pose quand même problème. C'est vrai qu'il est candidat du parti au pouvoir, mais pour autant, les élections de 2021, il sait que ce n'est pas gagné d'avance du tout. Donc, cette euphorie de vouloir être candidat à tout prix, les gens ont du mal à faire une lecture assez succincte de la situation. Mais l'un dans l'autre, je pense que déjà la majorité présidentielle par l'élection, le candidat surtout du PNDS Taraya, il perd une jambe dans la course parce que l'un des principaux partis alliés de la majorité a décidé de présenter sa candidature aux prochaines élections présidentielles de 2021. Donc, ce qui fragilise d'abord la candidature de Bazoum Mohamed. Maintenant, je ne sais pas si au sein de la MRN, ils vont essayer de faire pression pour essayer d'attracter le maximum de partis pour que... Idrissa Maïga, journaliste au Niger. Le souverain pontifana, le pape François, a salué hier le Maroc, terre féconde pour le dialogue interreligieux et a célébré une messe pour la communauté catholique. Le pape François a signé un document final avec le commandeur des croyants, le roi Mohamed VI, pour que Jérusalem soit un lieu de dialogue interreligieux. Mamadou Aïcha Ndiaye.
Jérusalem doit demeurer un lieu de rencontre et un symbole de coexistence pacifique où se cultive le respect réciproque et le dialogue, peut-on lire dans le document co-signé par le roi du Maroc Mohamed VI et le pape François dans la salle du trône du palais à l'occasion de la fin de visite du pape Jean-François. Israël a rouvert dimanche des points de passage vers Gaza sur fond de négociations en vue d'une trêve après 6 jours de fermeture suite à un tir de roquettes. Pour finir en Israël, le président Bolsonaro Jair, en visite en Israël, le président brésilien a annoncé hier l'ouverture d'un bureau diplomatique brésilien dédié aux affaires économiques. En retour, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu espère le transfert de l'ambassade brésilienne dans la ville sainte Jérusalem. Alors, c'est la fin de cette page internationale. Merci beaucoup, Georges. On vous retrouve tout à l'heure pour la presse du jour. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Comment mieux protéger la flore et la faune au Sénégal? C'est le débat du jour. Le prétexte, l'hippopotame abattu hier à Kédougou. On en parle à 12h35 avec l'ancien directeur des eaux et forêts Ndiawardjan et le professeur Bienvenu Sambou, directeur de l'Institut des sciences de l'environnement. RFM Sport. Avec Malal Diagne Junior. Bonjour Malal. Bonjour Anna Rocha. À la une du football, la Linguère de Saint-Louis veut sortir de la zone rouge de la Ligue 1. Actuellement 13e, c'est-à-dire avant-dernier au classement. La Linguère de Saint-Louis, battue par la suite hier par le Jaraaf de Dakar sur ses terres à Saint-Louis par 1-0, veut tout mettre en œuvre pour relancer la machine afin de sortir de la zone rouge pour se maintenir dans l'élite. Malgré une situation décriée par les supporters et autres habitants de la ville de Saint-Louis, l'entraîneur de l'équipe de la Linguère demeure confiant. Abdou Majib Diagne, que nous écoutons. Ce qui se passe, c'est pas grand-chose. Hein. C'est juste qu'on n'arrive pas à gagner les matchs. Parce que du point de vue, nous, on est technicien, on peut que évaluer sur le terrain. Les problèmes technico-tactiques, c'est ça. Bon, donc, point de vue contenu, si les éléments de mesure qu'on a, l'équipe joue bien, aucune équipe ne nous malmène, mais on n'arrive pas à gagner. Et les rares occasions qu'on arrive à avoir, qu'on se crée, on ne marque pas. Et il suffit l'adversaire. Eux, ils arrivent à concrétiser, quoi. Voilà, maintenant, il faut régler ça sur le terrain, régler ces problèmes pour aller de l'avant. Parce que rien n'est fait, on est 13e sur 14e, sur 14, comme tu viens de le dire. Mais c'est pas fini, il reste 7 matchs, 21 points à prendre. Donc, tant que c'est pas fini, il faut y croire, quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Tous les jours, on travaille sur ça, dès ce matin, on a bien discuté, on a bien évalué et on va repartir sur de nouvelles bases parce que c'est là, quoi. Il faut, on pousse, ça vient pas, il faut changer, il faut créer quelque chose, c'est tout. Du handball à présent, Malal, avec le Challenge Trophy, le Sénégal démarre bien la compétition qui se déroule en ce moment en Mauritanie. D'abord chez les cadets avec cette victoire sur la Gambie 43-10. Ensuite chez les juniors devant le Cap-Vert 37-28. Une bonne entame pour les cadets et juniors du Sénégal. 2 victoires analysées par l'un des coachs qui a accompagné les délégations de l'équipe nationale du Sénégal, Lamine Daou, au micro de Mohamed Diab. C'est une rencontre qu'on a eu à préparer depuis maintenant pas mal de temps, depuis la préparation à Thiès. On savait déjà qu'on allait rencontrer le Cap-Vert, qui est une très belle équipe, avec des joueurs vraiment de niveau technique assez intéressants. Donc on a mis en place des stratégies pour pouvoir les contenir. Ce qui fait que dès la première mi-temps, on est passé à plus 6. Il fallait maintenant construire le score à la deuxième mi-temps. Et puis c'est ce qui s'est passé. Voilà. Les filles ont très bien joué, ont bien appliqué les consignes. Elles les attendent, contrer pas des tirs et aller vite en attaque. Des fois, si ce n'est pas possible, on joue en attaque placée. Et suivant des enclenchements, on arrive à mettre la balle au fond. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut modifier peut-être pour le prochain match? Oui, il y a pas mal de problèmes de positionnement en défense, hein, parce qu'on a encaissé beaucoup de buts aujourd'hui. On n'avait pas l'habitude de le faire. 26 buts, c'est beaucoup. Hein. Maintenant, il va falloir, on a eu à voir ce qui n'a pas marché. On va essayer de travailler ça en vidéo cette nuit. Et puis dès demain aussi, une petite séance d'entraînement pour rectifier les erreurs commises. Pour rectifier les jours, on termine avec l'athlétisme.
L'athlétisme avec la promotion du sport chez les jeunes filles à l'école ici à Dakar. Avec la structure African Sport Development qui va organiser samedi prochain une après-midi ou toute une journée pour initier et promouvoir la pratique du sport chez les demoiselles. La course s'appelle la lycéenne avec également la présence de plusieurs grands sportifs venus de la France. On peut citer entre autres Laura Flessel, l'ancien ministre des Sports, entre autres personnalités, mais également Amadou Diaba, seul Sénégalais médaillé olympique. Ce matin, les organisateurs nous ont rendu visite pour expliquer le pourquoi d'une telle organisation. L'une d'elles, Rokhaya Niang, jeune demoiselle qui invite ces autres jeunes demoiselles des lycées de Dakar à venir participer à la compétition pour se maintenir, mais également pour préparer la santé de demain. Rokhaya Niang, que nous écoutons. La lycéenne, c'est une course 100% féminine qui aura lieu le 6 avril à la place de la Nation, ancienne place de l'Obélisque, à partir de 9h. Elle consiste à sensibiliser les filles pour qu'elles pratiquent le sport et qu'elles l'aiment aussi. Il y aura plein de stands où on pourra faire des activités. Il y a plein d'activités là-bas présentes. Il y aura un petit déjeuner. La mise en place c'est à partir de 9h. On n'est pas obligé de courir, on peut marcher aussi. On invite tout le monde à venir participer à cette course. Je dis à toutes les lycéennes de Dakar de venir vivement participer à cette première édition. Est-ce qu'en dehors de l'athlétisme, il y aura d'autres disciplines qui vont être présentées au public là-bas? Il y a le double dutch, il y a du karaté, il y a la boxe et la gym aussi. Il y aura des championnes qui viendront de France pour mobiliser les filles. Et il y aura aussi Ndoumbe Fall et Laurence Fleischer qui viendra de France. C'est une course dénommée la lycéenne destinée à la jeune garde, les lycéennes de Dakar et tout. Mais les Anna Rocha, les Mata Mbaye et autres Marie-Justine Diogo sont bien conviés. Hein. Je vous attendrai à la ligne de départ. Vous seriez très surpris, Malal. Merci beaucoup. Prochain journal des sports à suivre dans l'édition d'information de 13h. RFM, la chronique du jour. Ce matin, le requiem pour un animal qui n'a eu de tort que de s'aventurer trop près des humains. Nous l'appellerons Toby, l'hippopotame de Kédougou n'aurait jamais dû mourir et c'est symptomatique du refus de progrès de notre société. L'horizon funèbre d'Ablaye Cissé. Ainsi donc, Toby est mort. Appelons-le comme ça, au moins pour lui accorder une fin plus digne que ce qu'on a vu sur des images de vidéos amateurs d'un animal errant, plus apeuré par la horde de curieux que dangereux pour cette même espèce humaine très sauvage pour le coup. Entendons-nous bien, quand on dit qu'un animal dangereux erre dans la ville, croyez bien qu'il ne devrait y avoir aucun esprit, même inconscient, même les plus téméraires, pour jouer à qui s'approcherait le plus du fauve vivant et qui ne demandait certainement qu'à regagner la mare de Dalaba aux entournures de Kédougou pour aller flâner ailleurs. Et quand on a entendu le gouverneur se gausser d'avoir donné l'ordre de tirer l'animal, on s'est dit quelle blague de mauvais goût. Mais c'était déjà trop tard. Un Français nommé François Huard était déjà passé à l'œuvre. Par nécessité, j'en doute fort. Par plaisir, je suis tenté de le croire. Le tireur d'hippopotame et le directeur du campement le relaient sur place, pub gratuite. Mais il est chasseur de son état et ça change tout. Un chasseur, vous vous rappelez, Juan Carlos, roi d'Espagne, avait bien dépensé 50 000 €, plus de 32 millions de francs CFA pour tirer son éléphant au Botswana. En juillet 2015, tollé planétaire, quand un riche dentiste américain, Walter Palmer, pose avec la tête coupée de sa proie le lion Cécile, emblématique félin du parc national du Hwange au Zimbabwe. Un chasseur chasse par passion, certes, mais il tue toujours par plaisir. C'est connu et c'est évident. Mais alors, l'inconcevable nous est confirmé le plus officiellement et sans sourciller par le commandant Moussa Ndour, responsable de la zone d'intérêt synergétique de la Falémé et chef de la faune de Kédougou. Écoutez bien, je le cite, la décision d'abattage de l'hippopotame n'était nullement l'intention des autorités en charge de la question, mais elle est due à un manque de moyens matériels auxquels le service fait face pour immobiliser l'animal. On aurait aimé juste le neutraliser, mais malheureusement nous ne disposons pas de moyens pour le neutraliser. J'ai cité bien sûr le commandant Moussa Ndour et ce n'est pas une blague. Donc nous, en fait, dans ce pays, on a des zones de parcs animaliers, le Nyokolokoba n'est pas très loin non plus, où les gardes-chasse et gardes forestiers n'ont que leurs mains nues
pour faire leur travail. Dénuement total. Dans ce pays, on a des établissements recevant du public, des ERP comme on les appelle, sans extincteur ni même plan d'évacuation affiché. On a des marchés dans un désordre total et sans bouche d'incendie. Quand il y a le feu, ça fume jusqu'aux cendres. Dans ce pays, on accepte que des pompiers restent sans moyens d'intervention. On a vu récemment dans Dakar des pompiers se projeter sur zone d'un accident de la circulation avec un camion qu'on appelle fourgon pompe-tonne, des engins lourds qui ne sont normalement que pour les graves incendies, mais là, c'était juste pour transporter l'équipe de secours. J'ai personnellement honte que François Huard soit le héros du commandement de la zone de chasse de la Falémé. Tant qu'à faire, il fallait lui demander de prêter son arme à un garde-chasse. La honte jusqu'au bout. Franchement, on n'est pas sérieux dans ce pays. On ne tire aucune leçon de nos échecs et expériences. En 2017 déjà, un hippopotame qui rôdait encore avait été tué par les populations à Gouloumbou. Et depuis, vous imaginez, on n'a toujours pas mis de moyens pour faire face à ce genre de situation. La vérité, c'est que Toby n'aurait jamais dû mourir juste parce qu'il s'est baladé un peu trop près des humains. La chasse est terminée. C'est bizarre, mais je me sens presque plus proche de Toby que de son bourreau François. RIP mon frère, Toby. RFM, la presse du jour. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique. Matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine d'éthique, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous offre votre revue de presse. La revue de presse de Georges Diop. Khalifa Sall libre les heures qui viennent. Oui, sauf changement de dernière minute, l'ex-maire de Dakar va sortir de prison. L'observateur révèle qu'il va bénéficier d'une grâce présidentielle. Selon mon confrère, Khalifa Sall et son DAF, Mbaye Touré, sont sur la liste des condamnés devant bénéficier de la clémence du chef de l'État. En attendant, un de ses lieutenants confond les autorités qui avaient en charge l'organisation de l'élection présidentielle du 24 février dernier. L'observateur, à sa page 3, indique que Barthélémy Diaz annonce une plainte contre le ministre de l'Intérieur, la direction générale des élections et la direction de l'automatisation du fichier. Ce que confirment les journaux Tribune, Réumi et Vox Populi. Tribune rapporte que Barthélémy Diaz a démontré, document à l'appui, qu'il y a eu un hold-up électoral lors de la présidentielle du 24 février dernier. C'était samedi lors d'une rencontre avec les journalistes. Vox Populi fait savoir que lors de la conférence de presse, le maire de Mermoz Sacré-Cœur a étalé ses preuves sur la fraude et a réclamé une CENI à la place de la Sénat. Vox Populi rapporte aussi que Barthélémy Diaz a décidé d'envoyer tous les documents à sa possession à l'Union des magistrats sénégalais, au Forum civil, à Amnesty International et à toutes les structures qui ont en charge la défense des droits de l'homme. Et concernant la prestation de serment de Macky Sall demain, Barthélémy Diaz soutient que la cérémonie ne reposera sur aucune légitimité électorale. En tous les cas, l'Obs nous apprend que tout est fin prêt au centre des expositions à Diamniadio. Et vous savez quoi? Le quotidien fait état d'une vingtaine de chefs d'État qui vont assister à l'investiture du président Sall. Plus de 53 délégations sont aussi annoncées. Du coup, le quotidien souligne que c'est parti pour un record de participation. Mais comment les choses vont-elles se dérouler? Réponse dans le quotidien LAS. Le journal fait savoir que Macky Sall va jouer sur deux cadences le jour de son investiture. La cérémonie de prestation de serment à Diamniadio où prendront part uniquement les officiels sera marquée par la solennité. Le cachet populaire à Dakar, aux alentours du palais, où le président sera accueilli par les militants de la capitale. Après l'investiture, cap sur la fête de l'indépendance. Et en prélude au 4 avril, le haut commandant de la gendarmerie nationale se livre dans Le Témoin. Le général Chersen, sans détour, s'exclame le journal. Interview à lire aux pages 6 et 7 du quotidien Le Témoin. Entre autres sujets abordés, la préparation de la fête du 4 avril, la montée en puissance sur le plan équipement et logistique, le bilan sécuritaire 2018, les menaces terroristes. Un coup d'œil à présent dans Enquête. Il est question de l'exploitation du zircon à Diogo. Le journal
journal informe que depuis que du zircon, de l'ilménite, du leucoxène et du rutile ont été découverts dans son sous-sol, Diogo vit une descente aux enfers. Selon mon confrère, en 2017, GECO, Grande Côte Opération, a fait un chiffre d'affaires de 83,4 milliards de francs CFA et versé 5,6 à l'État. Les populations, pendant ce temps, peinent à joindre les deux bouts dans leur nouveau site de recasement, alors qu'avant, ils gagnaient des millions grâce à l'agriculture et à l'élevage. Diogo, les mines des lamentations, dossier aux pages 4, 5 et 6 de enquête. Quant au journal Source A, il s'arrête sur les médicaments interdits ou retirés du marché français et pourtant toujours commercialisés au Sénégal. Le journal en dénombre 6. Et sur la question, les avis des professionnels et acteurs du secteur, des pharmaciens, la PNA, la Pharmacie nationale d'approvisionnement et la direction de la pharmacie et du médicament donnent des explications dans Source A. Sport, pour terminer à la une de Record, Issa Diop rejette encore les Lions du Sénégal. Pour lui, c'est la France ou rien. En lutte face au bord de l'implosion. C'est le titre qui barre la une de Sunulamb. Le journal annonce 2 mauvaises nouvelles pour l'écurie. La démission de Tafa Gueye et l'exclusion de Papa Sow. À vos kiosques et bonne lecture. Oumou, leader distribution équipement, est le partenaire idéal pour vos besoins en équipement informatique. Matériel et consommables informatiques, télésurveillance, solutions d'impression, cloud computing, virtualisation, tableau interactif, équipement de télémédecine, système de détection haute technologie, data center. Nous avons la solution pour vous satisfaire au mieux. Avec une expérience de plus de 15 ans dans le domaine des TIC, Oumou est le partenaire privilégié des plus grandes marques au monde comme Dell, HP, Windows, Apple, Lenovo, Rizzo, Lexmark. Notre service après-vente de qualité vous assure aussi une meilleure prise en charge. Venez vite visiter notre showroom sur l'avenue Blaise Diagne, en face d'Outasek ou au point E, boulevard de l'Est, angle 2, bis. Ou appelez-nous au 33 889 88 14. Site internet www.oumouinformatique.com. Oumou, on avance ensemble. Oumou Informatique vous a offert votre revue de presse. Point de vue. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, on y est en ligne avec nous, Ndiawar Dien, ancien directeur des eaux et forêts. Bonjour Monsieur Dien. Bonjour madame. Également dans ce débat, le professeur Bienvenu Sambou, directeur de l'Institut des sciences de l'environnement. Bonjour professeur. Bonjour madame. Professeur Sambou, est-ce que pour vous il fallait vraiment abattre cet animal ? Alors, je ne vous entends pas bien. Je disais, est-ce que pour vous, il fallait vraiment abattre l'hippopotame hier à Kédougou? Je viens d'avoir l'information parce qu'hier, j'étais dans un atelier. Alors, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Vous ne connaissez pas trop les conditions, mais pour une espèce protégée comme l'hippopotame, est-ce qu'il fallait vraiment en arriver à l'abattage? Oui, toujours est-il que c'est regrettable. Hein? Bon, mais faudrait-il connaître le contexte dans lequel l'hippopotame a été abattu? Par qui? Bon, c'est vrai que c'est une espèce protégée. C'est simplement regrettable. Il n'aurait pas fallu. Mais enfin, encore une fois, je suis un peu prudent dans ma réponse parce que je ne sais pas les conditions dans lesquelles cet animal a été malheureusement abattu. Ndiawar Dien, pour vous, il fallait en arriver là. On a vu dans certaines vidéos, certains avaient l'air apeurés, d'autres étaient plutôt curieux. Est-ce que vraiment l'animal est dangereux à ce point de l'abattre? Il a quand même raison. Il faut connaître le contexte pour savoir s'il fallait abattre ou pas. Mais enfin, on peut invoquer quand même les textes. Les textes disent qu'il faut une autorisation du président de la République pour abattre l'hippopotame et le lion. Ah oui. Donc, il y a une procédure quand même qu'il faut suivre pour ça. Mais par ailleurs aussi, on a le cas de légitime défense. Et comme le gouverneur de région est investi des pouvoirs du président de la République dans sa région, s'il voit que l'animal est susceptible de créer déjà, ça a créé des dégâts matériels, mais ça peut même créer des pertes humaines. En ce moment-là, il peut peut-être prendre des mesures conservatoires et, dans le cas d'espèce, à défaut de pouvoir neutraliser l'animal vers le fleuve,
il n'y a pas d'autre solution que de l'abattre. C'est un animal qui est dangereux. Hein. Moi, avec le colonel Momargui, nous avons fait l'école de faune de Garoua et un de nos promotionnaires, Bilali Singa, de la RDC, était directeur de parc. À un certain moment, il s'est mis entre l'animal et le fleuve et l'animal l'a cassé en deux, l'a coupé en deux. Donc c'est un animal qui est quand même très dangereux si vous mettez entre lui et sa destination. Vous avez été directeur des eaux et forêts, Ndiawar. Comment se fait-il que dans une zone forestière comme Kédougou, qu'il n'existe pas de tranquillisant justement pour neutraliser un animal de ce type? Bon, c'est pas du tout facile. Vous savez, en 1973, le prince Moulay Abdallah du Maroc bénéficiait d'une autorisation du président de la République pour une chasse. Nous avons fini par abattre un hippopotame à l'époque, mais je peux vous dire que l'épaisseur de la peau de l'hippopotame, c'est environ 5 cm. Donc, si vous avez un fusil, vous pouvez tirer et que la balle ne l'atteigne pas. Généralement, on parle d'un triangle qui se trouve entre les yeux et le nez. Il faut savoir viser et viser à cet endroit-là. Et de ce que j'ai vu des images d'ailleurs, c'est sur la tête qu'ils ont fini par l'achever. Donc, lui enfoncer une seringue hypothermique comme les fusils avec les fusils de capture, que j'ai eu à utiliser quand j'étais directeur du parc de Anne, zoologique d'Anne. Mais ce genre de là ne peut pas pénétrer plus de... ne peut même pas. Ça ne marche pas pour un hippopotame alors? Non, pas du tout. Donc, si c'était l'abattre, c'était la seule solution alors? Sauf en condition de détention, où vous pouvez manipuler l'animal. D'accord. Professeur, bienvenue Sambou, vous êtes toujours avec nous. Aujourd'hui, comment faire pour trouver un bon équilibre entre la protection de la faune et la flore, mais également la sécurité des personnes environnantes? Alors, je pense que dans un premier temps, il faut nécessairement beaucoup de sensibilisation, puisque beaucoup de personnes ne sont pas censés comprendre peut-être que ces bêtes sont intégralement protégées. Je crois qu'il faut beaucoup de sensibilisation, il faut beaucoup d'informations. Il faudrait également préserver les habitats de ces animaux-là. Évidemment, quand l'habitat de l'animal est perturbé, ça peut amener l'animal à quitter cet habitat et évidemment à agresser même à la limite. Les bêtes peuvent être agressives simplement parce qu'elles ont été perturbées. Je crois qu'il y a des dispositions à prendre. Je ne sais pas exactement dans quelle zone l'hippopotame a été abattu, mais encore une fois, je dis tout dépend tout dépend du contexte. Si l'animal a été braconné, il faut appliquer la loi. Ça a toute sa rigueur. Maintenant, s'il se trouve que les personnes qui l'ont tué étaient en légitime défense, ça pose une autre question. Voilà, mais je crois que dans tous les cas, il faut beaucoup d'informations, il faut beaucoup de sensibilisation et il faut prendre aussi des dispositions pour certainement limiter un tout petit peu la pression, notamment sur les habitats de ces espèces-là. Quand on veut conserver une espèce, il faut naturellement agir sur son habitat. Mais dès l'instant que son habitat est dégradé, évidemment, pour des raisons diverses, l'animal peut se retrouver dans l'obligation de quitter son habitat. Et évidemment, à partir de ce moment, tout peut arriver. Merci beaucoup, professeur Bienvenue Sambou, directeur de l'Institut des sciences de l'environnement. On termine avec vous, Ndiawar. Pour vous, quelles sont vos solutions pour trouver le juste équilibre entre la protection de la faune et de la flore et la sécurité des populations? Malheureusement, la solution semble de plus en plus s'éloigner parce que vous savez que Kédougou est une nouvelle région. Moi-même, j'ai été directeur des réseaux de la zone d'intérêt énergétique de la Falémé dans les années 70. Et donc, la densité n'était pas si forte. Mais dès lors qu'on a créé une nouvelle entité territoriale, c'est un appel à des établissements humains.
Vous savez, l'hippopotame a un trajet assez régulier. Il est dans l'eau le jour, la nuit, il en sort pour aller brouter. C'est un herbivore, hein. C'est un herbivore. Et maintenant, comme le dit le docteur Bienvenu, le professeur Bienvenu Sambou, vous avez perturbé son habitat et qu'il ne peut plus être là où il avait l'habitude, il est obligé d'aller chercher, parce que ça a l'air d'être un solitaire, hein. Donc il est obligé d'aller chercher sa nourriture ailleurs. Et malheureusement, avec l'exploitation aurifère qu'on a dans cette zone-là, l'exploration aurifère qu'on a dans cette zone-là, c'est sûr que l'habitat va continuer à se dégrader. Donc, je vois mal quelle est la solution à moyen terme pour ça. Parce que même c'est les animaux qui sont libres. Hein. Juste une toute petite... On aurait pensé qu'il allait rester au Nyokolokoba, mais beaucoup d'animaux sortent du Nyokolokoba. Peut-être que la pression en dehors va faire en sorte qu'un minimum de ces animaux-là va rester dans ce bijou-là qu'il faut sauvegarder. Oui, mais on se demande aussi pourquoi il n'y avait pas d'agents des eaux et forêts sur place dans ce genre de zone forestière. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait des patrouilles tout le temps pour en cas d'incident? D'abord, de ce que j'ai vu de la vidéo, c'est dans la ville de Kédougou même. Hein. À Kédougou même, il y a des agents forestiers. Et peut-être qu'ils étaient même parmi les protagonistes d'affaires. Et donc, il y a un problème de sécurité qui se pose non seulement pour les populations, mais même pour les agents forestiers, dont l'armement n'est peut-être pas toujours ce qu'il aurait dû être. Dans certains coins, nous avons de l'armement obsolète et qui ne peut pas en aucune façon permettre de faire face. Mais sinon, vous ne pouvez pas mettre un forestier derrière chaque animal dans la douce. Hein. Bon, mais là, c'est un cas particulier. C'est un hippopotame qui est sorti de son fleuve pour entrer en ville. Et peut-être qu'avec les huées et autres, ça l'a affolé et ça a été ingérable, même pour un spécialiste de la faune, ça devrait être très ingérable, sauf à pouvoir faire la contention d'animal et le canaliser vers le fleuve. Merci. Merci beaucoup, Ndiawardian. On va s'en arrêter là. Il est déjà 12h50. Je rappelle que vous êtes ancien directeur des eaux et forêts. Merci à vous de votre fidélité. Retour de l'info dans 9 minutes. L'édition en Wolof, la grande édition d'information en Wolof, ça sera avec Haja Sangay. Vous restez avec nous. Je vous laisse en compagnie de Koutia et sa bande à l'eau présidence. Merci chez vous. Bonne écoute. promo bu mag ci sumari.com